Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Média TV Afrique, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de ce premier numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour parler de l'actualité. Au sommaire de cette émission, nous parlerons des modalités d'attribution des bourses universitaires au Gabon. Nous parlerons également du décès de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Nous parlerons également des violences xénophobes en Afrique du Sud. Le pays demeure-t-il un Eldorado pour les étudiants étrangers? Et pour clore cette émission, nous parlerons de l'immense star du coupé-décalé, DJ Arafat, décédé le 12 août dernier de suite d'un accident de moto. Le Daishikan, affectueusement appelé par ses fans les Chinois, était-il le dieu des réseaux sociaux, le boss des clashs? Et pour décortiquer tous ces sujets, nous avons décidé en cette veille de rentrée scolaire d'inviter 4 étudiants avec qui nous allons parler de tous ces sujets. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anatole. Vous êtes gabonais de nationalité, vous êtes en Master 2 de droit à l'université Amadou Hampâté-Bâ. Merci d'être là parmi nous. Merci, c'est un plaisir partagé. Nous recevons également Chérubin. Vous êtes congolais de nationalité, vous êtes également en Master 2 de droit à l'université Amadou Hampâté-Bâ. C'est exact et je vous remercie de m'avoir invité. À ma gauche, nous avons Franciane, vous êtes sénégalo-gabonaise et vous êtes en Master 1 d'ingénierie biomédicale à l'Université Polytechnique l'Ouest africain. Merci également d'être là. C'est exact, merci Régis. Et nous avons Mohamed, vous êtes sénégalais de nationalité, vous êtes chargé de communication dans une entreprise de la place, Yux Design. Merci d'être là parmi nous. Merci Régis pour l'invitation. Alors, le décor étant planté, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, nous allons commencer par décortiquer cette décision de l'État du Gabon. Désormais, il faut avoir 12 de moyenne sur 20 au baccalauréat et être âgé de moins de 19 ans pour prétendre à une bourse universitaire dans le pays. Alors Anatole, dis-moi, que pensez-vous de cette décision de l'État du Gabon? Quelle analyse faites-vous? Déjà, merci pour la question et justement, je tenais justement à vous remercier d'abord de nous offrir cette tribune-là pour pouvoir nous exprimer. Pour répondre à cette question, je pense qu'il serait hâtif de dire oui ou non par rapport à cette question. Concernant les nouveaux modes d'attribution des bourses au Gabon, je pense qu'il faut aller un peu plus profondément, voire avoir une vision globale de cette décision. Je pense que vous n'êtes pas censé ignorer que l'État gabonais se trouve en ce moment dans une situation économique assez compliquée. Donc, je pense qu'ils ont voulu faire, dans leur vision des choses, faire d'une pierre deux coups. Je m'explique. Lorsqu'ils prennent cette décision-là, je pense que déjà conjointement entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Budget, je pense que par rapport à la vision économique qu'ils ont, ils se disent que le fait de réduire par exemple, parce que quand on offre une bourse quand même c'est sélectionner justement sur certains critères des personnes qui pourront bénéficier de la bourse. Et vous savez aussi que la bourse, elle est quand même tirée du budget d'un État. Donc pour ma part, lorsqu'ils prennent cette décision-là, c'est justement pour accorder une certaine bouffée d'oxygène au niveau budgétaire à l'État. Donc, d'une pierre deux coups, donc de l'autre côté, lorsqu'ils mettent des critères assez importants, parce qu'ils se fient aux critères internationaux en disant qu'un étudiant normal doit avoir son bac à 17 ans et ils accordent 2 années de redoublement qui font 19 ans. Donc également pour la note, il faut avoir 12. Il faut avoir 12 au baccalauréat. Je pense que c'est ce côté-là où ils visent l'excellence. Parce qu'ils ont justement constaté que les étudiants gabonais n'étaient pas vraiment portés là-dessus. Donc je pense que c'est cette analyse globale-là qu'il faut avoir sur le plan économique, mais également sur le plan de la performance pour avoir des étudiants assez compétents et voilà, merci. Alors Franciane, est-ce que vous partagez l'avis d'Anatole ou vous nagez plutôt à contresens? 19 ans pour obtenir la bourse au Gabon, elle n'est pas un petit peu sélective comme décision? 19 ans pour obtenir la bourse au Gabon, c'est vraiment très sélectif parce que prenons en compte dans la mesure où certains étudiants, certains apprenants, à cet âge, ils sont encore au collège. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des collégiens en classe de 3e, 5e qui ont 19 ans. Je vais dire vraiment, c'est juste une observation. Donc, dire qu'à 19 ans, on doit être forcément en terminale, en train d'acquérir son bac, c'est vraiment très grotesque. Et il y a quelque chose que Trésor a évoqué, Anatole a évoqué. J'aimerais rebondir là-dessus. Dans la mesure où il dit que c'est pour alléger le ministère du budget. C'est vraiment, ça fait un peu moche, ça fait tâche. Parce que ils disent avoir 19 ans et avoir 12 de moyenne.
Imaginons que tous ces jeunes arrivent à braver, à obtenir leur bac, genre un intervalle ouvert, je dirais ouvert vers moins l'infini, bon c'est un peu trop gros texte, et fermé à 19, puisque c'est 19 qui disent la marche pour avoir le bac, et avoir 12 de moyenne. Prenons en compte qu'on a beaucoup d'élèves qui réussissent à être en terminale, dans cet intervalle d'âge, et réussissent à avoir 12 de moyenne comme ils le voulaient. Un effectif vraiment auquel ils ne s'attendaient pas, alors qu'ils prétendent vouloir alléger le ministère du budget. Comment ils feront face à cette situation? Ça, c'est ma question. Je pense qu'elle est assez contradictoire parce qu'elle dit que la bourse est sélective. Lorsqu'on parle de sélection, je pense que voilà, il faut un grand nombre sera bien sûr bénéficiera de la bourse et un autre nombre ne bénéficiera pas de la bourse. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est avantageuse pour l'État gabonais? Parce que je vous rappelle que la décision qui était en vigueur encore il y a peu, c'était que tous les étudiants qui avaient 10 au bac bénéficiaient de la bourse. Donc je pense que ça c'est quand même c'est quand même beaucoup plus large dans la mesure où les étudiants veulent avoir des bourses. Donc 10 et tu as ton bac et tu as la bourse. Donc là si on met à 12, je pense que ce serait quand même beaucoup plus difficile ou du moins on aurait un nombre assez réduit pour pouvoir bénéficier des bourses. Cher Rubin, justement, cette décision, quelle analyse faites-vous de cette décision de l'État du Gabon? Alors merci de me donner l'occasion de répondre à la question. Moi je pars du principe que pour évaluer ou bien pour juger le bien fondé d'une réforme, il faut voir si l'objectif global qu'elle s'assigne ainsi que les réponses qu'elle apporte vont dans le bon sens. Dans le cadre de cette réforme, quel est l'objectif général et quelles sont les réponses? Le gouvernement gabonais nous a expliqué qu'avec les nouveaux critères, on favoriserait l'excellence. Or, l'excellence, je vous rappelle, se définit par rapport à la réforme actuelle à la moyenne qui est obtenue au baccalauréat. Or, on constate qu'avec la nouvelle réforme, ça crée des disparités entre étudiants. Dans la mesure où on a un élève qui, s'il obtient son baccalauréat à l'âge de 20 ans, avec une moyenne de 16, ne sera pas boursier, alors que celui qui l'obtient à l'âge de 19 ans, avec comme moyenne 12, lui sera boursier. Bon, est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce qu'on peut nous dire si réellement c'est viser l'excellence en agissant de la sorte? Moi je trouve que, Trésor l'a si bien dit, le gouvernement aurait pu tout simplement dire que, écoutez, nous visons des objectifs budgétaires, voilà. On est en crise, on veut faire des économies, et puis ça sera clair dans la tête de tout le monde. Mais il ne faut pas nous expliquer qu'on vise l'excellence en mettant en place des réponses comme ça. Donc je trouve que la réforme ne va pas dans le bon sens. Allez-y, vite fait, rebondissez. En fait, là où il se gourre, c'est qu'il y a deux côtés où il s'est un peu trompé, je dirais. C'est le fait qu'ils disent, ouais, l'étudiant qui a 22 ans et qui a 16, et aussi le fait que, ouais, l'État aurait simplement pu dire, ouais, c'est pour des raisons budgétaires que nous agissons de la sorte. Moi, je n'agis pas ici en tant que défenseur de l'État gabonais. Je ne fais que donner une analyse globale pour que chacun puisse comprendre justement le pourquoi de cette décision. Donc, pour ma part, lorsqu'on dit que l'étudiant qui a 16 et qui a 22 ans, donc qui a déjà dépassé l'âge, je pense qu'il y a une solution qui a été émise dans l'arrêté du président de la République, qui est l'arrêté 404, si je me trompe pas. Donc, dans cette décision, lorsque tu atteins 22 ans et que tu as 16 de moyenne, il y a une sorte d'allocation encore qu'on t'offre. Hormis la bourse qui est prévue pour les 12 et ceux qui ont 19 ans, il y a une allocation qui est prévue pour toi. Mais il y a d'autres modalités, je ne vais pas non plus tirer en longueur. Justement, voilà. on va rester sur cette question, Mohamed. Évidemment, la décision elle est un petit peu sélective, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi salutaire dans le sens où on vise l'élite en ayant ce genre de décision? Oui, vu de ce côté-là, elle pourrait être salutaire. Maintenant, comme j'ai dit, il faut qu'on revoie un peu les modes d'attribution. Et également en prenant en compte un peu les situations de tout un chacun. Aujourd'hui, on peut bien distribuer des bourses, mais également on peut revoir les modalités de distribution de ces bourses-là. Et également pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas peut-être mettre ces bourses-là dans un programme de financement de projets pour étudiants ou autres, leur permettant aujourd'hui de créer de la valeur avec ces bourses-là. Parce que l'étudiant, à chaque mois, il attend sa bourse, ou bien tous les 3 mois, 6 mois, ça dépend de la périodicité. Mais après, derrière, il n'y a aucune création de valeur avec cette bourse-là. Il attend tout le temps
Et ça revient même maintenant, dès l'instant où cette bourse-là n'est pas donnée à l'heure qu'il faut, à la date échue, voilà, après ça crée des soucis au gouvernement et ainsi aux étudiants qui attendent. En parlant des étudiants qui attendent, êtes-vous, Franciane, favorable aux bourses sur attribution des critères sociaux ou attribution des critères du mérite? À mon avis, je pense qu'on devrait équilibrer la chose. Donc, conserver, surtout au Gabon, déjà à la base, on distribuait la bourse à toutes les personnes qui obtenaient le bac. Et la bourse évoluait en fonction des mentions que vous allez obtenir. Donc, je pense qu'on devrait essayer de continuer la chose. Parce qu'on ne peut pas aussi lâcher ces étudiants, ces personnes qui ont réussi au bac, parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Les étudiants, ils viennent de partout. Ils ne sont pas forcément localisés dans la zone de l'université. Donc, il faut savoir que les 7 bourses participent à leur logement, la nourriture et consorts. Donc, c'est-à-dire qu'on va restreindre la bourse juste à des personnes, parce qu'on s'attend à des résultats vraiment salutaires, des résultats vraiment qui disent à partir de 12, comme si certains les avaient eus, si c'est pas pour être méchante. Bon, c'est vraiment très mal placé. Donc je pense qu'on devrait continuer dans la logique de ceux qui ont leur bourse par mérite et ceux qui ont leur bourse par critères sociaux. Justement, est-ce qu'en parlant de harmoniser les bourses chez Rubin, le cas du Sénégal, on a différents types de bourses qui sont allouées aux étudiants. On a les bourses du mérite, les bourses d'excellence. Vous êtes pour justement le jumelage de ces deux critères sur le plan social et sur le plan du mérite? Alors, moi, ma conviction, c'est que toutes les bourses se valent. Voilà, je considère pour ma part qu'on n'a pas à dispenser les élèves ou les étudiants de telle ou de telle autre bourse. Je considère que chaque bourse vise un objectif précis. Quand on prend la bourse sur critères sociaux, on constate que l'objectif, c'est de favoriser des étudiants ou des élèves qui sont issus des milieux quand même modestes, pour leur permettre aussi de poursuivre leurs études. Et quand on prend la bourse sur critères, la bourse au mérite, c'est généralement pour dire à ceux qui ont excellé dans leur travail, écoutez, on va vous encourager pour vous demander de redoubler cet effort, donc continuer dans cette démarche. Donc je ne suis pas pour qu'on fasse le choix. En revanche, je pense pour ma part que si nous voulons que les systèmes soient efficaces, c'est-à-dire soient porteurs d'avenir, il va falloir que nous réfléchissions sur de nouveaux critères, autres que ceux qui existent, mais aussi en considérant que, par exemple, ce n'est pas parce qu'on attribue une bourse à un étudiant que forcément il doit mériter cette bourse jusqu'à la fin de ses études. Il faut aussi qu'on ait un discours de fermeté en disant que oui pour la bourse, mais après il faut faire des efforts derrière. Voilà. Justement, en parlant de fermeté, c'est justement cette fermeté-là qui pousse aujourd'hui les étudiants à aller tenter leur chance ailleurs, donc de voir l'Europe un petit peu comme l'Eldorado. On parle là de la fuite de cerveau. Quelles sont selon vous les mesures que l'État doit appliquer pour essayer un petit peu de soigner la blessure? Franciane. Je pense déjà que ces étudiants, quand ils vont à l'étranger, c'est pour combien on manque souvent qu'ils n'obtiennent pas dans leur pays. Et quand ils vont à l'étranger, vraiment, ils font de leur maximum pour acquérir ce qu'ils recherchent. Et rentrer au pays, c'est vraiment ce qu'on souhaiterait, afin qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont acquis à l'étranger. Mais le problème, c'est que est-ce que les conditions dans nos pays sont les bonnes? Est-ce que les conditions sont en place pour qu'on rentre dans notre pays et qu'on applique ce qu'on a eu à acquérir à l'étranger? C'est ça la grande question. Donc on parle de fuite de cerveau, mais la grande question, c'est est-ce que nos présidents mettre les conditions afin que les étudiants reviennent dans leur pays et développent ce qu'ils ont eu à apprendre à l'étranger. Ok, Mohamed, vous êtes dans un domaine d'activité, vous êtes dans le digital, vous êtes entrepreneur. Vous voyez aujourd'hui l'entrepreneuriat comme ce moyen-là de ralentir la fuite de cerveau? Bien évidemment, ça peut un tout petit peu participer à cela, mais également il y a une grande question aujourd'hui qui se pose. C'est le pourquoi les étudiants restent un peu à l'étranger. Parce qu'on nous a vendu aujourd'hui le rêve comme quoi que le système éducatif d'ailleurs est plus performant que le système que nous avons ici.
Et à l'ère d'Internet, aujourd'hui, nous sommes tous au même niveau. On a accès aux mêmes informations, on a accès au même type de formation. Maintenant, si aujourd'hui nos gouvernants mettent en place des systèmes adéquats qui permettent à chaque étudiant d'étudier ce qu'il veut, là où il veut et quand il veut, avec Internet notamment, on n'aura peut-être pas besoin d'avoir peur de cette probable fuite des cerveaux. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions relatives notamment au pourquoi les étudiants aujourd'hui décident de rester un peu à l'étranger après leurs études. Donc, Chérubin, vous êtes d'accord avec Mohamed, mettre en place une politique qui va permettre à nos enfants partis ailleurs de revenir construire le pays? Avant de répondre à la question, permettez-moi de tirer la sonnette d'alarme. Je souhaiterais relever que la question ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2016, le Fonds monétaire international avait tracé une courbe exponentielle d'accroissement de cet exode vers les pays européens. Selon ce rapport, d'ici à 2050, si rien n'est fait, quelques 34 millions de jeunes Africains contre 7 millions en 2013 seraient concernés. Donc, vous voyez l'ampleur de la situation. Ça veut dire qu'il faut que la question de cette fuite de cerveau soit aujourd'hui une préoccupation très forte, une préoccupation majeure pour nos dirigeants africains. Les solutions existent, elles sont sur la table. Les dirigeants africains n'ont qu'à... Vous voyez quoi comme solution? Vous voyez l'entrepreneuriat comme solution? Il y a l'entrepreneuriat. Il y a l'amélioration d'abord des conditions d'apprentissage, d'études. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Regardez, c'est généralement un problème qui est récurrent, surtout en Afrique subsaharienne. Quand vous allez dans les universités publiques, c'est bourré de monde. En première année, vous avez, à Mariangouabi par exemple, à la faculté de droit, vous avez quelque chose de 6000 étudiants qui sont inscrits. Comment on peut espérer retenir des gens dans des conditions pareilles? Donc, il y a l'amélioration des conditions d'études. Il faut également, et je le dis assez fort, aller vers une certaine adéquation des cursus universitaires avec la demande qu'il y a sur le marché. Parce qu'il y a des filières, franchement, aujourd'hui, qui devraient, à mon avis, laisser la place à d'autres filières. Et puis, si je peux me permettre... Allez-y. Favoriser aussi le dispositif d'aide de retour volontaire, c'est-à-dire aller même dans ces pays-là, proposer à ces jeunes, à travers des projets, des appels à projets qu'on pourrait financer, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc il y a des solutions, il faut simplement que les dirigeants africains puissent se les approprier. Anatole, votre mot justement sur la question de la fuite de cerveau, quelles sont selon vous les mesures, comme Chérubin a avancé quelques mesures, que les États gabonais ou bien étrangers doivent prendre pour faciliter le retour de ces enfants? Quel est votre avis par rapport à cette question de la fuite de cerveau? Je vais utiliser une image simplement. Je pense que ce serait plutôt, j'appellerais ça l'arche du retour. Dans cette arche du retour-là, il devrait comporter justement des garanties pour ces étudiants-là qui sont allés étudier ailleurs. Des garanties par rapport à l'emploi, par rapport justement, même aller plus loin, par rapport aux conditions d'imposition, par exemple, dans les domaines dont les pays africains souffrent le plus, par exemple la médecine, où voilà, on est en manque de médecins. Donc je pense qu'il faudrait justement mettre en place cette arche-là, à travers laquelle où on pourrait dire quelles sont les poches d'emploi qui sont disponibles en Afrique. Et justement, quand vous revenez, justement, vous pourrez bénéficier de ces emplois-là à des taux avantageux, je ne sais pas, au niveau des salaires par exemple, et au niveau de l'impôt. Donc voilà, pour ma part, je pense que c'est ça la solution. Okay. Je pense qu'il faut apporter des garanties à ces étudiants-là qui veulent revenir. Nous allons à présent aborder le deuxième sujet. Il s'agit évidemment du décès de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, décédé à l'âge de 95 ans à Singapour. Alors, les chefs d'État africains continuent de rendre hommage à cette personnalité du monde politique africain sur les différents réseaux sociaux lors des sorties des différents chefs d'État. En tant que jeune, quelle image gardez-vous de Robert Mugabe? Est-ce que vous gardez plutôt une image d'un héros ou bien d'un dictateur, Chérubin? Bon, pour ce qui me concerne, je dirais que c'est un peu l'image du héros et du dictateur, parce que Robert Mugabe, il faut qu'on se le dise, c'est le héros qui s'est transformé en dictateur. Et donc,
Je n'oublie pas non plus que c'est quelqu'un qui incarne aujourd'hui un certain idéal de panafricanisme, tel que, en tout cas, il a pu l'exprimer à sa façon, avec ses excès, avec sa façon de s'exprimer. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Je trouve que c'est un peu la perception de l'ange et le démon. Vous gardez quelle image de Mugabe, d'un dictateur ou d'un héros? Bon, plutôt celui d'un dictateur. Plutôt celui d'un dictateur. Il a dirigé son pays d'une main de fer. Après, je n'oublie pas tous les services qu'il a pu rendre à son peuple, à son pays, mais il n'empêche que ce fut un dictateur. Justement, en parlant de services qu'il a pu rendre à son pays, Mugabe, c'est cette personne-là, cette personnalité-là qui s'est longtemps battue pour mettre en avant son pays, sa population. Et il s'est battu aux côtés de Nelson Mandela contre la lutte contre l'apartheid. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi voir l'image du héros dans ces luttes menées? Justement, on pourrait le voir comme un héros, mais tout dépend aujourd'hui de l'œil avec lequel son peuple le voit. Là, actuellement, on pourrait peut-être dire que oui, c'est un dictateur, mais c'est un dictateur, c'est basé sur quelles conditions, sur ce pourquoi on dit qu'il est dictateur. Mais tout dépend aujourd'hui, comme je le dis, de son peuple en fait. Ce peuple pour lequel il s'est battu pendant longtemps, maintenant il a apporté des réformes qui peuvent aujourd'hui correspondre au peuple ou ne peuvent peut-être pas correspondre à un peuple, mais tout dépend de ce peuple-là qui peut-être, s'il le considérait comme un dictateur, se serait soulevé, ou bien aller faire face quand même à ce président-là. Maintenant, comme vous pourrez le comprendre, aujourd'hui, l'idéal voudrait que sous son magistère, qu'on n'aurait peut-être pas à dire qu'il est un dictateur ou pas, mais il va falloir quand même revoir un peu sur quelle base on dit qu'il est un dictateur et sur quelle base également on dit qu'il serait un beau président. Et est-ce que justement par rapport à ces combats, par rapport à ces décisions, Anatole, est-ce qu'on ne peut pas justement tirer un petit peu le super-héros en Mugabe? Bon, pour ma part, avant de commencer, il m'est revenu à l'esprit en fait une citation de mon prof de droit des finances publiques, M. Diop, que je salue au passage, qui disait le pouvoir rend fou. Et le pouvoir absolu rend absolument fou. Donc ce personnage-là de Robert Mugabe, en fait, c'est un personnage assez ambigu. Voilà, certains seront pour, certains seront contre, certains diront que c'est un dictateur, d'autres c'est un héros. Pour ma part, pour répondre à cette question, je retiendrai le côté héros. Parce que pour moi, je suis profondément panafricaniste. Donc je pense que pour moi, il faudrait quand même, voilà, on en a assez, il ne faut pas non plus se cacher, on en a assez quand même que l'Africain soit pour une fois mis au premier rang. Donc pour ma part, toutes les décisions qu'il a prises, je le considère comme un héros, voilà. Concernant les expropriations de la part des Blancs, voilà, la lutte contre l'apartheid. Donc pour moi, c'est ce que je vais retenir. Et voilà, preuve, il était enterré à la place des héros de la nation. Exactement. Alors, Chérubin, Mugabe, c'est quelqu'un également, comme on l'a dit, qui s'est battu aux côtés de Nelson Mandela pour la lutte contre l'apartheid. Il a fait la prison également. Vous le compariez aujourd'hui à Nelson Mandela? Si on se place sur le combat commun qu'ils ont eu à mener avec Nelson Mandela, parce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est un peu la photocopie de ce qui s'est passé également au Zimbabwe. Donc, si on se place sur cet angle de vue, on peut dire que l'Afrique peut dire merci à Nelson Mandela et à Robert Mugabe d'avoir existé pour mettre fin, pour juguler, en tout cas, je l'espère, l'apartheid dans ces différents pays. Bon, dire qu'il serait comparable à Nelson Mandela, je dirais que c'est le Nelson Mandela du Zimbabwe. Mais les deux personnalités sont, pour ma part, assez différentes. Oui, mais vous voyez Nelson Mandela comme un héros. Pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à tirer un petit peu le super-héros de Mugabe? Les luttes ont été pratiquement les mêmes. Oui, mais tout à l'heure, quand j'ai dit que Mugabe fut un dictateur, j'ai oublié de mentionner que c'est après, parce que les Zimbabwéens, pour la plupart, le disent, les premières années de son mandat furent, en tout cas, paisibles, il n'y avait pas assez de problèmes. C'est après qu'il s'est radicalisé. Donc,
en disant qu'il fut dictateur, je n'entends pas sur ce plateau, sur Média TV, renier tous les sacrifices qu'il a battus qu'il a accomplis pour son peuple. Mugabe, c'était évidemment un président qui travaillait beaucoup pour son pays. Évidemment, on l'a taxé de dictateur, de beaucoup de choses, mais ça reste une personne qui a travaillé et qui a toujours été pour l'émancipation de son pays et de sa population. Bien évidemment. Maintenant, il va falloir aussi se poser la question à savoir pourquoi il s'est radicalisé, comme le dit Chérubin. Tout dépend de conditions également dans son pays, de ces personnes-là qui le dirigent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ces personnes-là ne sont pas insurgées par rapport à son mode de fonctionnement, par rapport au mode avec lequel il dirige le pays, pour moi, il reste et demeure un héros. Et tout compte fait, il y a exactement eu des erreurs, comme l'a dit ma soeur tout à l'heure, mais ces erreurs n'enlèvent en rien son mérite d'avoir sorti de son pays de des situations très très calamiteuses. Mais voilà, on peut quand même couper la poire en deux, mais pour moi, le fait qu'il soit un héros l'emporte quand même. Franciane, Mugabe, bon, faire le poids, si on doit faire une certaine balance entre Mugabe et Nelson Mandela, bon, je dirais, ils ont eu certes à peu près les mêmes combats, mais pas les mêmes réactions. Les mêmes réactions face aux difficultés à rencontrer. Donc Mugabe, bon, c'est un héros. Mais bon, Nelson Mandela garde quand même le grade par-dessus. Elle n'est pas très, justement, vous n'êtes pas très convaincu de ce que vous dites. On a parlé de Mugabe aussi, notamment de ses fils, qui entre guillemets faisaient beaucoup la fête. Ça a taché effectivement le mandat de Mugabe. Comment vous avez-vous vu évidemment cette info? Comment vous l'avez perçu? Ses fils aujourd'hui qui faisaient un petit peu la bamboula, on va le dire, et ça a vraiment taché le mandat de Mugabe. On l'accusait justement de protéger ses enfants. Allez-y, Chérubin. Raison de plus pour me conforter dans ma position, qui est celle de considérer qu'il fut plus un dictateur, parce que là où Nelson Mandela ne s'est pas enrichi, n'a pas permis à sa famille d'avoir des maisons ici et là, de se balader un peu à travers le monde, Mugabe, lui, vous venez de l'évoquer, a eu des membres de sa famille qui ont vécu dans l'opulence. Donc ça, c'est un côté que je ne partage pas. Voilà. Après, les autres pourront avoir un avis contraire. Justement, avis contraire, Anatole. Avis contraire par rapport à ça, ça reste des jeunes évidemment, mais... Oui, mais je pense que Mugabe n'avait pas besoin de ses fils pour salir son image, je pense, parce que déjà même lors de ses anniversaires, il était très très dispendieux. J'ai pour exemple, le fait que durant l'un de ses anniversaires, il avait 89 ans, il s'est acheté un gâteau de 89 kilos. Donc je pense que quand même, avec cette preuve-là, je pense que voilà, il n'a pas besoin de ses fils pour salir son image, je crois pas. Justement, nous allons passer au troisième sujet de cette émission, Génération News sur Média TV Afrique. Alors la semaine, évidemment, tout le mois de septembre est resté marqué par ces violences xénophobes en Afrique du Sud. Près de 600 ressortissants nigérians ont été rapatriés au pays, évidemment en chantant en chœur l'hymne national du Nigeria dans les Boeing qui ont été affectés pour faciliter le rapatriement de ces ressortissants nigériens victimes de violences xénophobes en Afrique du Sud. Chérubin, quelle image gardez-vous aujourd'hui de l'Afrique du Sud? Avant de répondre à la question, permettez-moi de m'incliner à la mémoire de toutes ces personnes qui nous ont quittés. Ce sont des innocents. Bon, vous m'interrogez là sur un sujet d'actualité. Je pense que c'est regrettable ce qui se passe en Afrique du Sud. On n'a pas besoin de cela pour se développer, je pense. Ce n'est pas parce qu'il y aurait, comme le pensent certains Sud-Africains, moins d'étrangers que pour autant ils vivront mieux, qu'ils trouveront du travail. Voilà. Donc c'est plutôt triste. Et quand on pense que lorsque ce pays a connu l'apartheid, les autres pays africains, en particulier mon pays, le Congo-Brazzaville, donc, tous ces pays-là ont fait corps pour soutenir l'Afrique du Sud dans cette douloureuse épreuve. La raison pour laquelle Nelson Mandela, après sa sortie, et quand il a pris le pouvoir,
Il est même venu à Brazzaville, il a été accueilli en héros. Donc voilà, c'est regrettable. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Maintenant, il faut que les dirigeants africains fassent preuve de beaucoup plus de responsabilité pour mettre un terme à ces violences, parce que ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer. Justement, Mohamed, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'Afrique du Sud demeure un Eldorado, une destination phare pour les étudiants étrangers? Au moment où l'on parle, non, parce qu'il y a eu tellement de choses aujourd'hui qui entachent un peu cette vision qu'on avait de l'Afrique du Sud. Pour un pays qui est passé par l'apartheid, qui se retrouve aujourd'hui avec ces incidents xénophobes, pour moi c'est un gros recul, surtout côté démocratie, et parce que ça entache un peu tout ce qu'on a eu à voir comme combat mené par Nelson Mandela et autres, pour sortir ce pays de l'apartheid. Maintenant, comme je l'ai dit, aujourd'hui ce sentiment-là nationaliste a pris le dessus sur beaucoup de choses. Et les Sud-Africains, surtout la partie aujourd'hui se retrouve au chômage, pensent que derrière, ce sont peut-être des étrangers qui ont pris leur place, les places qui leur étaient destinées. Mais c'est au gouvernement quand même sud-africain de remettre les pendules à l'heure et de retravailler leur modèle économique leur permettant aujourd'hui de résorber ce gap, notamment lié au chômage. Justement, en parlant de chômage, Franciane, on rappelle que le taux de chômage dans le pays est de 29%. Est-ce que les Sud-Africains ne se trompent pas de cible en pensant que c'est des étrangers qui viennent justement prendre un petit peu le boulot, le travail des Sud-Africains? En fait, ces Sud-Africains se trompent réellement de cible. Et c'est vraiment un spectacle désolant. Je pense qu'ils auraient pu peut-être demander des audiences au niveau de l'État afin d'être entendus. Mais agir de la sorte face à leurs frères, surtout que on sait le combat que Nelson Mandela a effectué, tous ces pays, tous ces présidents qui se sont alignés derrière lui en soutien. Pour moi, c'est une situation très désolante. Donc, qu'ils s'en prennent à leurs frères, déjà qu'on est tous noirs, c'était vraiment pas l'idéal. Ils auraient pu gérer le problème autrement. Donc, peut-être réclamer des audiences au niveau de l'État, au niveau du ministère, je sais pas, afin de vraiment trouver peut-être une création d'emplois pour remédier au problème. Mais de là à dire que ce sont des étrangers, ils sont venus dans nos pays, ils prennent nos travails, vraiment c'est indignant. C'est vraiment une situation indignante, surtout qu'il y a beaucoup de Sud-Africains à l'étranger. Justement, en parlant de Sud-Africains à l'étranger, Anatole, est-ce qu'on n'est pas en ce moment en train de s'emboîter un petit peu dans une sorte de guerre diplomatique entre le Nigeria et l'Afrique du Sud? Ben, écoutez, justement, j'en parlais ces derniers temps avec des amis concernant ce sujet-là. Et je leur ai dit, ce que je craignais le plus, c'est que nous sombrions dans une sorte de cercle vicieux où ce serait vengeance, violence, vengeance, violence. Et l'Afrique sortirait perdant. Donc pour ma part, c'est un sujet assez grave, c'est un sujet assez grave ce qui arrive en ce moment en Afrique du Sud. Donc, comme beaucoup l'ont dit ici, je pense que ces Sud-Africains se trompent de cible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, cette situation-là de manque d'emploi, de chômage, on la retrouve un peu partout en Afrique. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va accuser les étrangers. Nous sommes ici au Sénégal. Je ne pense pas que si les Sénégalais avaient un fort taux de chômage, ils accuseraient les Gabonais, parce que je suis Gabonais, je prends l'exemple, oui, que voilà, ce sont les Gabonais qui prennent leur place. Donc, je pense que ce serait plutôt réfléchir à pouvoir être autonome, parce que voilà, l'Africain aussi, il dépend trop de l'État. Donc, je pense qu'on devrait viser les entreprises. Je pense qu'eux-mêmes, ils devraient de plus en plus entreprendre au niveau de l'agriculture. Et voilà, il y a des domaines porteurs comme ça. Donc je pense qu'ils se trompent de cible et que voilà, c'est dommage pour leur image parce qu'avant ils étaient des victimes et maintenant ce sont des bourreaux. Chérubin, il y a au total 1500 étrangers qui ont quitté l'Afrique du Sud. Quelle image l'Afrique du Sud renvoie au monde? En tout cas, c'est l'image d'un pays qui ne supporterait pas que certains étrangers qui y vivent en tout cas, vaguent tranquillement à leurs occupations parce qu'on a fait le tour de table, on a dit que c'est pas pour autant, c'est pas parce que il y a des étrangers sur le territoire qui, quand bien même travaillent, que pour autant on va s'en prendre à cela. Donc moi je pense que ce pays mettra beaucoup de temps à redorer le blason. C'est devenu aujourd'hui quasiment un contre-exemple en matière justement
d'accueil des étrangers. Voilà. Justement, Franciane, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors de la cérémonie d'inhumation de Robert Mugabe que les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, ils n'ont rien contre les étrangers. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que les autorités sud-africaines sont vraiment conscientes de l'ampleur de ces phénomènes-là, de ce phénomène-là en Afrique du Sud? Ils sont conscients, mais en fait, il faut embellir la chose quand on passe à la télévision. Je pense qu'ils prennent conscience de la situation. Et ce n'est pas de la xénophobie. Je pense que ça va au-delà de cela. Je parlerai plus de banditisme, de quelque chose mal caché. Donc, c'est comme s'ils ne supportaient pas le fait de voir des étrangers dans leur pays. Est-ce que c'est vraiment de la xénophobie? Je ne sais pas trop comment situer cela. Donc, vraiment, l'État est conscient, mais ils essayent d'embellir la chose en disant à la télévision que leur population n'est pas xénophobe. Donc, c'est triste, hein? La xénophobie, Mohamed, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on va pouvoir en sortir à travers des mesures fortes? Je rappelle qu'il y a un comité, justement, qui a été installé en Afrique du Sud pour lutter contre les violences xénophobes. Vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui? Pour moi, ça va au-delà, comme l'a dit Francine. Un comité, oui, mais non. Pour moi, c'est à la base, en fait. À la base, c'est quoi? C'est toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont ce sentiment-là que des personnes viennent d'ailleurs pour prendre leur place. Pourquoi ils ont cette conscience-là? Peut-être, on a parlé tout à l'heure de l'adéquation des études par rapport au marché de l'emploi, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque le plus, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont au chômage, par exemple, ont des profils qui ne correspondent pas à la demande du marché. Maintenant, si derrière des personnes qui viennent d'ailleurs et correspondent à la demande du marché, bien évidemment, ces personnes-là sont prises à la place d'autres. Justement, donc, Anatole, est-ce que vous avez l'impression, par rapport à cette déclaration du président sud-africain, qu'il y a une sorte de double discours des autorités sud-africaines? Moi, je vais simplement être radical parce que je pense que ça, ce serait du déni. Parce que nous avons des preuves, nous avons des vidéos qui circulent sur Internet et ce n'est pas un phénomène nouveau en même temps. Donc voilà, on a déjà constaté les années précédentes qu'il y a toujours cette violence-là envers les étrangers. Donc je pense que pour ma part, c'est du déni et malgré le fait qu'ils mettent en place ce comité-là pour gérer les choses, je pense qu'il faudrait avoir des mesures un peu plus radicales. Je pense qu'il faudrait assurer la protection. Vous faites allusion à quoi quand vous parlez des mesures plus radicales? Vous faites allusion à quoi? Quand je dis radical, pourquoi pas mettre, je ne sais pas, l'armée dans la rue pour protéger, ou bien même placer des policiers devant les habitations des étrangers, voilà, effectuer un certain recensement, voilà, assurer un peu plus la protection de ces ressortissants étrangers-là. Pardon. Chérubin, que pensez-vous de la réaction justement de l'État sud-africain qui a quand même pris du temps avant de réagir, avant de justement dénoncer ces actes de violence contre les étrangers? Alors, d'abord, je considère que dans ce genre de cas, ce n'est pas seulement une affaire de communication. Hein, il faut bien aller au-delà. Il faut qu'il y ait l'engagement de la responsabilité pénale et civile de ceux qui s'adonnent à ce type de pratique. Il faut bien sûr condamner ces violences parce que lorsque dans un pays des violences de cette nature sont perpétrées, lorsqu'à l'occasion de ces violences, des insultes, des propos sont proférés, on a dit mort aux étrangers, et lorsque les autorités de ce pays-là ont conscience de cela et qu'ils ne font pas grand-chose pour... ils laissent la situation se dégénérer. Je pense que, à mon avis, leur réaction est blâmable. Et voilà, quand il y a des morts, quand il y a des appels à la haine, à l'affrontement, et quand on est un responsable politique, quand on est une autorité, il faut prendre ses responsabilités alors que ces tensions ont lieu. Justement, on va rester dans le cas de l'Afrique du Sud. Des réactions, il y en a eu tellement à travers les réseaux sociaux. Il y a des événements en Afrique du Sud à partir du mois le 29 septembre, une foire de la musique. Beaucoup d'artistes nigérians ont décidé de boycotter. Il y a également un match phare entre l'équipe sud-africaine et le Zimbabwe. Il y a beaucoup, en tout cas, des manifestations sportives ou musicales, en tout cas, qui ont été boycottées par les artistes. Vous pensez que c'est la solution aujourd'hui, boycotter ces événements en Afrique du Sud? Quand
tenu de ce qui s'est passé, c'est tout à fait légitime. Parce qu'ils ont besoin de se protéger. Ils ne peuvent pas aller faire la fête dans un pays où leurs frères ont été assassinés, ont été maltraités. Non, il faut déjà qu'on règle le problème. Déjà que l'État, c'est comme si l'État néglige le problème. Et déjà, ils prennent du temps. Ils ont pris vraiment du temps avant de s'exprimer sur la situation. Donc, ces artistes ne peuvent pas se lever après tous les mauvais traitements qu'ont subis leurs confrères et leurs consorts dans ce pays. Aller juste parce qu'il y a un festival qui a l'habitude d'avoir lieu. On part, on fait la fête et on rentre comme si de rien n'était. Non, ce problème doit d'abord être traité. Dès qu'il y a une solution, on verra maintenant les choses peuvent redémarrer. Sinon, on va rester dans ce cercle vicieux. On parle de xénophobie, cette même situation se répète depuis des années. Ça se répète depuis des années en Afrique du Sud. On règle ça, on passe à autre chose. On ne règle pas, on coupe les ponts. Justement, elle parlait de couper les ponts. En tout cas, ça reste une possible solution, mais en tout cas, je ne pense pas que les chefs d'État soient dans cette logique-là de rompre. Évidemment, on parlait tout à l'heure avec Anatole de relations diplomatiques entre les deux pays. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Mohamed, le président a présenté ses excuses à tout le monde entier. Est-ce que la solution aussi pour ces artistes-là, nigérians, qui doivent prester en Afrique du Sud, est-ce que la solution, c'est pas d'y aller, monter sur scène, prendre le micro et dénoncer ces actes de violence ? Justement, c'est ce que je voulais dire, en fait, abonder dans le même sens. Aujourd'hui, la présence de ces artistes nigérians-là pourrait un peu concilier tous les peuples pour parler une seule et même voix, se battre un peu contre cette vague d'incidents qu'on pourrait appeler peut-être xénophobes, appeler un peu à la responsabilité de chaque Sud-Africain. Et aujourd'hui, qu'ils sachent que la personne qui vient dans leur pays n'est pas là pour prendre des ressources ou bien les brader, mais elle est là pour un emploi fixe. Mais non, il y a d'autres problèmes qui pourraient être d'ordre économique ou bien d'ordre gouvernemental. Cela, les personnes habilitées vont s'en charger. Mais en tant qu'humains, en tant que communauté d'Africains, en tant que communauté de personnes dotées de raison, ils pouvaient discuter un peu des modalités pour lesquelles chaque peuple soit prophète un peu là où il va. Francine l'a dit, Anatole, les actes de violence xénophobes en Afrique du Sud ne datent pas de maintenant. Ça, évidemment, on a l'impression que tous les 2 ans, bien chaque année, on a des cas de violence à l'endroit des étrangers en Afrique du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas peut-être revoir la manière de percevoir l'Afrique du Sud? Vous êtes de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, le boycott, c'est vraiment la solution par excellence? Écoutez, pour ma part, je suis pour d'abord cette décision de ces artistes-là, parce que pour moi, je vois ça plus comme un acte de solidarité vis-à-vis des victimes de ces accidents, de ces massacres, de ces violences-là. Donc pour ma part, je vois ça comme un acte de solidarité, parce que voilà, c'est une décision. Toi, en tant qu'artiste, tu es censé répandre la joie, et je ne pense pas que l'Afrique du Sud soit en joie en ce moment. Donc tu vas aller chanter pour répandre la joie alors que d'autres sont dans les malheurs. Donc je ne pense pas que ce serait logique. Donc pour ma part, je suis pour. Allez-y, Chérubin, vous voulez rebondir, allez-y. Oui, juste pour aller un peu dans le même sens. Lorsqu'il y a ce type de violence, en réalité, qu'est-ce qu'on constate? Que les personnes qui s'adonnent à ce type de violence veulent en réalité diviser. Elles veulent créer un climat de terreur. Donc, justement, la bonne réponse, ce n'est pas de se dire, écoutez, on ne vient plus chez vous, on vous boycotte. Voilà. La bonne réponse, c'est d'aller en Afrique du Sud, de prêcher cette parole du vivre ensemble. Je pense que ça sera la meilleure réponse face à tous ces haineux. Justement, nous arrivons au dernier thème de notre émission Génération News sur Média 1 TV Afrique. Nous parlons aujourd'hui de l'immense star du coupé décalé DJ Arafat, décédé le 12 août dernier de suite d'un accident de moto. Le Daishikan a fait appeler affectueusement par ses fans, les Chinois. Était-il, selon vous, le dieu des réseaux sociaux, le boss des classes sur Internet, sur les réseaux sociaux, un peu partout, notamment sur Facebook? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Mohamed, vous qui êtes un abonné des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un artiste a besoin de jouer le jeu des clashs sur les réseaux sociaux pour maintenir sa notoriété? Tout dépend des objectifs qu'il se fixe pour entrer dans ce jeu-là. Parce qu'aujourd'hui, DJ Arafat, ce qu'il faisait, qu'on parle de lui, c'est tout simplement ces clashs-là. Et après, derrière, il a compris un peu que sur les réseaux sociaux en général, ce qui entretient le débat, c'est surtout les clashs. Vous l'aurez compris, par exemple, aujourd'hui, au Sénégal, on parle du débat Boris vers Bachir, un peu, qui, aujourd'hui, un échange sur des termes intellectuels qui entretient un peu le débat.
c'est le même principe qu'avec Didier Arafat. Il a compris que sa cible, aujourd'hui, les personnes qui sont derrière elle, ce sont des personnes qui aujourd'hui sont intéressées par ce qu'ils font et sont prêtes à tout pour le défendre quand il y a des clashs, etc. Et il a entretenu un peu cette façon de faire, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a gagné en notoriété. Juste en notoriété, il y a beaucoup d'artistes ivoiriens qui sont très connus sur la scène nationale et sur le plan international. On prend l'image de son concurrent Serge Beno. Est-ce que vous pensez réellement qu'on a besoin de ça chez Rubin, des clashs, pour garder la notoriété? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Mais bon, je pense qu'on a parfaitement compris que les artistes qui se prêtent à ce type d'actes, enfin, il y a derrière l'idée, il y a derrière l'idée de booster une entreprise commerciale, voilà, déclencher une plus-value sur tout ce qu'ils ont. Donc, je ne suis pas d'avis. Je pense qu'il faut, au contraire, arrêter ces formes, ces concours d'insultes, ces formes d'exhibition sur les médias. Ça ne rend pas, en tout cas, comment je veux dire, ça ne permet pas, ça ne donne pas à la musique ces lettres de noblesse. Voilà. Il faut plutôt, chacun doit vivre comme il l'entend, mais attention, il faut quand même se gêner un peu aussi. Hein. On ne va pas venir... les réseaux sociaux, c'est quand même pas un salon où on peut venir, bon, on croise les bras, on dit ce qu'on a à dire. Non, quand même, il faut qu'il y ait une certaine gêne de la part de ces artistes-là. Alors, DJ Arafat, et c'était plus de 2 millions d'abonnés sur sa page Facebook. Au total, c'était plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Franciane, je vous sens évidemment un petit peu partagé par rapport à la question. Quel est votre avis sur DJ Arafat? Est-ce qu'il fallait vraiment qu'il soit ce clasheur-là sur les réseaux sociaux pour garder sa notoriété? Déjà, DJ Arafat, c'est un artiste qui a vraiment marqué mon enfance. Déjà, je suis la petite sœur de 2 garçons, donc vous imaginez un peu l'ambiance Arafat à la maison et comme ça. La population d'Arafat, vraiment la population chinoise d'Arafat, oui. Il a obtenu une partie vraiment grâce à ces clashs. Il n'avait certainement pas besoin de se donner à ces clashs pour être populaire, mais ces Chinois, cette population qu'il appelle les Chinois, il les a obtenus grâce à ces clashs. Je ne pense pas que pour être populaire sur les réseaux sociaux, il faut forcément faire des clashs. Parce qu'en même temps, lors de ces clashs, ils arrivent à ternir l'image, par exemple, d'un proche, de beaucoup de personnes. Donc, ils auraient pu procéder autrement, mais c'était la manière d'Arafat pour lui de s'éterniser et en même temps de se faire voir. C'est une manière, en fait, pour eux d'augmenter les audiences. Aujourd'hui, ils se chauffent avec des Bordeaux les Koufars, demain c'est Serge Beno, après-demain c'est José. En fait, pour lui, c'était les audiences. C'était des audiences. Et vous allez voir toutes ces personnes, même s'ils n'étaient pas concernés, quelqu'un qui adore la musique de José va venir écouter parce que vraiment c'est son artiste, quoi. Là, il va vouloir suivre tout ce qu'Arafat va mettre. Donc, pour lui, c'était sa manière à lui d'acquérir vraiment un grand public, c'est chinois. Et justement, les Chinois, ses fans qu'il appelle les Chinois, par rapport au nombre, ils sont tellement nombreux à travers les réseaux sociaux. Anatole, Arafat, c'était un personnage assez éclectique, qui touchait à tout. Il était très connu, évidemment, sur la scène nationale et internationale. Mais est-ce que vous pensez qu'il avait, justement, comme Franciane le disait, c'était par rapport aux audiences, est-ce qu'il avait besoin d'augmenter ça sur les réseaux sociaux, ses audiences? Il n'était pas assez connu déjà, selon vous? La question telle qu'elle est posée, vraiment, je ne saurais pas quoi dire. Moi, j'irais plus profondément parce que je me dis, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais je dirais que Arafat avait ce besoin-là d'affection parce qu'il en a manqué. On sait tous que voilà, les rapports avec sa mère n'étaient pas vraiment au beau fixe. Donc, je pense qu'il manquait d'affection et je pense que c'est ce manque d'affection qui justifiait le caractère un petit peu agressif de Arafat sur les réseaux sociaux. Ce manque d'amour serait à l'origine du comportement d'Arafat? Oui, je dirais justement que voilà, ce manque d'affection-là fait en sorte qu'il veut toujours se faire remarquer, il veut toujours être le premier, il veut toujours être le premier vu, ce qui n'a pas toujours été le cas vis-à-vis des jeux de sa maman. Donc, je pense que voilà, c'est parti de là. Comme je l'ai dit, c'est pas de la psychologie de comptoir, juste c'est ma pensée. Donc, je pense que Arafat, s'il agissait de la sorte, c'est plus par besoin d'amour. Mais voilà, pour répondre à cette question, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce genre d'agissement parce que
un artiste, c'est tout d'abord des messages à travers sa musique. Donc, si à travers sa musique, il transmet des messages et après, il va sur les réseaux sociaux pour insulter, mais finalement, il y a une sorte de dichotomie entre ce qu'il dit dans sa chanson et ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Donc, pour ma part, je pense que pour être célèbre, c'est pas forcément faire des clashs sur les réseaux sociaux. Mais après, je dirais que dans le monde du business, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on le dit, c'est très clair, très souvent, il n'y a pas de bad buzz. Donc voilà, un buzz, c'est un buzz. Donc voilà, il n'y a pas de bad buzz. Le buzz, c'est le buzz. Exactement. Justement, en parlant de buzz, hein, Mohamed, est-ce qu'un artiste a besoin des réseaux sociaux pour exister? Ça, c'est tout à fait évident. On est au 21e siècle. Et aujourd'hui, toutes les formes de communication rajoutent un peu de la partie digitale sur tout ce qu'ils font. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place essentielle dans la communication. Et ça permet un peu de trouver les personnes qui vous aiment là où vous êtes, à l'heure où vous le souhaitez, et à chaque instant où ils ont besoin de vous, en réalité. Aujourd'hui, Arafat qui communique tout le temps, ça lui permet de retrouver la personne qui a toujours son smartphone en main, la personne qui n'a peut-être pas le temps d'aller sur YouTube le suivre, pour le suivre sur Facebook en temps réel, et ça lui permet un peu d'être visible auprès de toutes ces personnes-là qui souhaitent quand même avoir des informations relatives à ce qu'il fait. Justement, on va terminer sur cette question. Nous arrivons au terme de notre émission. Alors, est-ce que vous avez, justement, vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes sur Twitter, Instagram, Facebook, vous avez des comptes? Et quels sont en général les messages que vous balanciez sur ces réseaux sociaux-là, Franciane? Moi, c'est plus par rapport à ma formation et peut-être des livres et pourquoi pas, c'est des petites paraboles lancées par les petites paraboles que je perçois et que je pense qu'il faut partager avec mes amis. C'est plus dans cette optique. Chérubin? Alors, je partage tout ce qui mérite d'être partagé et surtout tout ce qui respecte un peu la morale. Voilà, je ne partage pas, par exemple, des articles ou bien des documents à caractère sexuel, voilà, immoral. Donc je pense pour ma part que c'est une bonne façon. Enfin, ça n'a pas valeur de prescription, hein. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Évidemment. Mais moi, je ne partage pas ce type de choses. Je partage pour ma part des informations qui ont, à mon avis, une portée éducative. Et Mohamed? Alors, moi, je parle un peu de tout, mais essentiellement de communication digitale et tout ce qui s'y rattache. Également de design un peu, mais surtout d'engagement citoyen. Voilà, surtout relative à la protection de l'environnement. Et voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour parler de l'actualité. Merci Franciane, merci Chérubin, Anatole, merci également Mohamed d'avoir participé à ce premier numéro. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération News sur Médian TV Afrique. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.